cours des 20-25 prochaines minutes, je devrais être capable de le faire en 20, je ferai de mon mieux pour explorer avec vous un roman d'anticipation pour le moins étonnant, à mon sens du moins, dont j'aurais aimé découvrir l'existence plus tôt, soit Les Trois Yeux de Maurice Leblanc, publié en 1919. Pour travailler mon sentiment d'imposture, qui connaît bien Les Trois Yeux de Maurice Leblanc? C'est une minorité dans la salle, j'en suis particulièrement heureux. Et je ne vous remercie pas, monsieur. Non, c'est pas vrai. À l'extérieur des murs d'un colloque universitaire, il est certain que Leblanc demeure essentiellement connu pour la création d'un personnage extrêmement célèbre, à savoir Arsène Lupin. Et c'est précisément cette extravagante célébrité et son impact sur l'écriture de Leblanc qui me servira de point de départ pour arriver ensuite à des enjeux qui concernent plus directement la machine anticipée et ce colloque. En effet, donc, comme la plupart des auteurs qui créent un tel monstre médiatique, Leblanc sera maintes fois tenté de se débarrasser de son personnage. Donc, dans l'affaire du chien des Baskerville, Pierre Bayard, qui était à Montréal récemment, donne le nom de complexe de Holmes à ce phénomène bipolaire où se mêlent l'amour de la création et la haine pour la créature. Aux côtés de Conan Doyle, d'Hergé ou de Simenon, il faut donc ranger Leblanc parmi la liste des auteurs chez qui le trop grand succès d'un personnage déclenche un très fort désir de vie nouvelle, et ce qui m'intéresse surtout, c'est-à-dire un désir de nouvelles formes d'écriture. Cette recherche de nouveautés dans la pratique littéraire se manifeste en partie chez Leblanc par la rédaction de quelques romans d'anticipation scientifique, plutôt de ce qu'on nommera ensuite l'anticipation scientifique, à savoir bien sûr Les Trois Yeux en 1919, Le Formidable Événement en 1921 et, si je ne me trompe pas, Dorothée danseuse de cordes en 1923. Avec Les Trois Yeux, on ne peut pas nier que Leblanc arrive à proposer une expérience romanesque qui est particulièrement nouvelle pour lui, en cela que le roman est entièrement consacré à la description littéraire des effets propres aux images cinématographiques. D'où l'idée que je parle de ce roman et que je m'y intéresse et je suis capable d'en dire quelque chose. Donc, le désir de renouveau de Leblanc l'amènera à proposer ce qui est, je crois, l'une des rares fictions de l'époque qui prend explicitement pour sujet ce défi que représente l'interprétation par le texte des effets du cinématographe, le cinématographe qui est encore relativement une machine nouvelle à l'époque. Une machine à la fois nouvelle, mais qui est toujours en changement. Or, avant de vous présenter les deux principaux mystères de ce roman d'anticipation technique, parce qu'il y a réellement des mystères, j'aimerais d'abord vous dire quelques mots sur cette question des représentations littéraires du dispositif cinématographique. Donc, il y a un peu la chose qui m'intéresse. En fait, pour tout dire, pour mettre toutes mes cartes sur table, mon intérêt pour Les Trois Yeux s'inscrit dans un travail en cours. C'est toujours pratique en colloque de présenter un travail en cours, ça permet d'esquiver les questions. Ensuite, donc, le travail en cours, c'est donc mes recherches, comme Hélène l'a mentionné, postdoctorales Banting à l'Université de Montréal. Banting, qui aurait peut-être quelque chose à voir dans ce colloque, car c'est un inventeur. C'est l'inventeur de l'insuline, pour ceux que ça intéresse. Or, comme il s'agit d'un projet qui n'a débuté officiellement qu'il y a quelques semaines et pour lequel je n'ai reçu encore aucun versement, je me permettrai de vous en résumer schématiquement les grandes lignes. Donc, dans le cadre théorique général de ce qu'on pourrait appeler l'archéologie des médias, je m'intéresse à ce qu'on pourrait appeler également une histoire littéraire du cinéma et du cinématographe. Le présupposé de cette recherche est que l'on ne perçoit jamais pleinement le potentiel d'un art ou d'un média si l'on reste trop collé à celui-ci. Si l'on veut réellement donc prendre la mesure de la profondeur temporelle, idéologique et sémantique qui entoure toute forme d'art et d'expression, il est ainsi nécessaire de déterritorialiser le regard que nous portons sur cette pratique. Or, au cours de cette parallaxe, ce n'est pas que le regard porté sur l'objet qui change, mais d'abord et avant tout l'objet du regard lui-même, objet qui progressivement en vient à se différencier et à se transformer de l'intérieur. De ce point de vue, une histoire littéraire du cinéma ne doit pas se contenter de recenser les textes dans lesquels l'objet cinéma se trouve mentionné, pas plus qu'elle ne doit servir à rejouer une cassette que nous sommes déjà censés connaître, à savoir l'histoire canonique, l'histoire classique du cinéma.
Au contraire, ce qu'on pourrait appeler donc une histoire proprement littéraire du cinéma, je ne suis pas le seul à travailler sur quelque chose comme ça, évidemment, mais doit être plutôt l'occasion d'élargir le spectre de ce que nous entendons habituellement par le terme cinéma, qu'on peut mettre, dans ce cas, entre guillemets. Et c'est précisément dans cette perspective que le corpus de la littérature d'anticipation scientifique représente un sol particulièrement fertile et qu'il faut tenter d'explorer. Donc, chez à peu près tous ces auteurs-là, mais on peut dire par exemple comme chez Jules Verne et chez Albert Robida, donc pour prendre deux parmi les plus connus et deux sur lesquels j'ai travaillé, donc je sais à peu près de quoi je parle, on assiste régulièrement à la création de dispositifs audiovisuels dont la fonction anticipe l'invention du cinématographe par les frères Lumière en 1895. Ça anticipe bien d'autres choses, mais ça anticipe entre autres l'invention du cinématographe par les frères Lumière. L'exemple de Robida demeure sans doute le plus intéressant des deux, s'il fallait comparer Verne et Robida là-dessus, puisqu'il est également, vous le savez, l'illustrateur de ces romans. Le monde fabulé du XXe siècle de Robida nous offre en effet donc une double fenêtre, à la fois le texte et l'écrit, qui disent d'ailleurs pas tout à fait, donc le texte et l'image, qui disent pas tout à fait la même chose, donc une double fenêtre sur des machines audiovisuelles telles que le célébrissime téléphonoscope, dont la réception par des usagers nous est minutieusement décrite, alors que la technique elle-même n'est à peu près pas décrite et résumée en quelques lignes. Marie-Ève Terrentier a fait une excellente communication à ce sujet dans un colloque la semaine dernière sur l'invention littéraire des médias. Alors qu'elle anticipe également donc, la télévision et la communication en réseau, cette préfiguration du cinématographe, donc qu'on trouve par exemple chez Robida, fonctionne ainsi simultanément sur plusieurs plans. Ce que permet l'histoire littéraire d'un média tel que le cinéma, c'est précisément l'instauration de ce regard multiple qui, tout à la fois, rejoue son avènement, suggère une extension et prolonge son imaginaire. Le point étant que la littérature produit, selon moi, une image extrêmement complexe des médias et qu'il faut l'interroger à ce sujet. Hitchcock est un peu le sous-texte de cette communication dont je pense que le titre était d'ailleurs assez transparent. Donc, publié en 1919, il est évident que, contrairement au roman de Robida, Les Trois Yeux n'anticipent pas à proprement parler l'invention des frères Lumière ou même ses développements ultérieurs par Méliès ou Griffith. Cependant, la fiction scientifique de Leblanc est loin d'être pour autant dénuée d'intérêt. Voici donc l'essentiel de l'hypothèse qui guidera ma lecture, à savoir que Leblanc centre son écriture sur la description d'un dispositif imaginaire afin de traduire de manière romanesque l'effroi des premiers spectateurs confrontés à l'énigme des images en mouvement. L'originalité, dis-je, de Leblanc est donc d'utiliser le genre du roman d'anticipation scientifique afin de proposer une rétroaction et non une anticipation sur l'origine de la vision cinématographique, alors qu'en 1919, le cinéma est maintenant à peu près institutionnalisé, même s'il va vivre plusieurs crises, on comprend un peu mieux ce que c'est, mais la machine elle-même reste mystérieuse et Leblanc essaie de faire un retour là-dessus pour retrouver ce que Nietzsche pourrait appeler le chaos de l'origine. L'enthousiasme technique, ou du moins le relatif enthousiasme technique d'un Verne ou d'un Robida, est ainsi remplacé chez Leblanc par un scepticisme généralisé qui propose un retour sur la naissance des images mécaniques, retour qui d'ailleurs, il faut bien que ce soit un peu piquant, soulève la possibilité d'une présence extraterrestre sur Terre. On va maintenant entrer un peu plus dans le roman. Donc, le récit commence par un avant-propos où l'on nous informe que nous sommes sur le point de lire les mémoires du savant Victorien Beaugrand, dans lesquels il nous livrera, je cite, « l'extraordinaire énigme des trois yeux ». Or, cette énigme ne concerne pas directement le narrateur lui-même ou l'une de ses propres inventions, mais plutôt un dispositif mis en œuvre par son oncle, qui s'appelle Noël d'Orgeroux, et qui est également un éminent savant. C'est une famille dans laquelle tout le monde invente plein de choses et tout le monde est très célèbre pour ses inventions. De sa découverte par un personnage incrédule jusqu'à l'explication progressive de son fonctionnement, parce que tout le texte
vise précisément à nous montrer qu'est-ce qu'on a sous les yeux mais qu'on ne peut pas voir. L'essentiel du roman de Leblanc est consacré à la description minutieuse de cet improbable dispositif qui est d'abord et avant tout un dispositif de vision dont la découverte va créer une hystérie mondiale. Néanmoins, en dépit des nombreux éclaircissements qui nous seront livrés au cours du récit, il faut préciser d'emblée que la véritable clé de l'invention de Noël d'Orgerot semble être vouée à demeurer en partie dans l'ombre, du moins jusqu'à ce que la science rattrape complètement la fiction. Donc la science est toujours en retard par rapport à la fiction, comme on peut le voir à la fin de l'avant-propos. Donc je cite: malgré les doutes qui demeurent, malgré les incertitudes et les contradictions, et disons le mot, malgré les impossibilités qui paraissent encore dans l'état actuel de la science, s'opposer à l'adoption de cette hypothèse, on peut croire en toute sincérité que la lumière est faite sur ce que l'on a justement appelé la plus incompréhensible énigme, rien de moins, qui est soumise aux hommes. L'incompréhensible, on voit que Leblanc est un romancier avec un grand vocabulaire, nature. Et voilà, donc tout le texte va être le récit de ce doute et de ce soupçon qu'on va essayer de décortiquer progressivement. À première vue, toutefois, la nature n'a pas grand-chose à voir là-dedans, puisque cette incompréhensible énigme est le fruit d'un dispositif de vision créé de toutes pièces par les mains d'un seul homme. Or, si le dispositif de Noël d'Orgerot a constitué un mystère mondialement insoluble jusqu'à la publication des mémoires de son neveu, c'est d'abord et avant tout parce qu'il s'agit d'une invention qui est presque invisible, ce qui est d'autant plus paradoxal puisque le but de ce fameux dispositif est précisément de donner à voir des choses. Mais lui, on ne le voit pas. À l'opposé des machines complexes et ostentatoires créées par Verne et illustrées par Robida, Leblanc fait œuvre d'un surprenant minimalisme quant au mécanisme fantastique sur lequel repose son roman d'anticipation. En effet, ce qu'invente Noël d'Orgerot dans son atelier de Meudon, ce n'est finalement qu'un écran, légèrement incliné vers le ciel, et c'est là le mystère, recouvert d'une espèce de substance grisâtre dont la formule sera d'ailleurs perdue à la fin du roman. Donc je ne pourrais même pas vous donner la fin de l'énigme complètement. Et c'est encore plus curieux, c'est que, indépendamment de la volonté de l'inventeur lui-même, des images en provenance d'on ne sait où viendront occasionnellement atterrir sur cet écran qui, sinon, demeure complètement aveugle. Voici comment Victorien Beaugrand décrit l'invention de son oncle alors qu'il assiste pour la première fois à la mise en marche du dispositif. Mais je vous le dis, je l'ai mentionné un petit peu, mais le roman est en fait une suite de projections et à chaque fois, on en comprend un peu plus sur quel est le dispositif qui rend possible ces projections et aussi qu'est-ce qu'on voit sur l'écran, ce qui va être mon dernier point. Donc, je cite la première rencontre avec la chose, avec un grand C, donc présentation théâtrale, si l'on veut, ou plutôt cinématographique, car au fond, c'était l'impression la plus nette qui se dégageait de toutes les impressions subies. Instinctivement, dès que l'image de Miss Cavell, donc je vais revenir plus tard sur le contenu, avait pris l'animation de la vie, je m'étais retourné pour chercher des yeux dans quelques coins de l'enclos l'appareil qui projetait cette image animée, et si je n'avais rien perçu, si j'avais tout de suite compris qu'en tout état de cause, aucune projection ne peut fonctionner en plein jour et sans émettre des faisceaux lumineux, j'accueillis et je gardai cette juste impression. Pas de projecteur, soit, mais un écran prodigieux qui ne recevait rien de l'extérieur, puisque rien n'était envoyé, mais qui recevait tout de l'intérieur. Les images ne provenaient pas du dehors, elles jaillissaient du dedans. L'horizon s'ouvrait à l'envers de la matière, les ténèbres fabriquaient de la clarté. Et ça dure pendant plusieurs pages, en se répétant beaucoup. Donc, ce qui est quand même assez plaisant quand on lit le texte par ailleurs. Donc, la dimension fantasmagorique des trois yeux, le roman tient donc d'abord non pas à ce qui apparaît sur l'écran, mais précisément à l'inexplicable absence de toute forme d'appareil, ou pour le dire autrement, à la présence d'un écran qui, comme par magie, serait porteur de ses propres visions. Or, en plus d'un grand effet de choc, donc Victorien et tous ceux qui verront l'écran seront littéralement en état de choc, voire en état de crise, cette ablation de la partie centrale du dispositif cinématographique, c'est-à-dire l'ablation du projecteur lui-même, provoque également un immanquable effet de fascination et de réalité qui d'ailleurs donc rappelle les spectacles de fantasmagorie où on cachait, comme vous le voyez à l'écran, de la lanterne magique derrière l'écran. C'est un peu à ça aussi que fait référence Leblanc en tentant de réinventer le cinéma. Il retourne à une
techniques antérieures, à savoir la lanterne magique et les spectacles de fantasmagorie. Et il mélange tout ça dans un même mythe. Voilà, donc à ce titre, donc, parlant de la fascination et de l'effet de réel qui est créé par cette projection sans projecteur, voici la réaction de Victorien Beaugrand devant ces images plus vraies que la vérité elle-même. Donc je cite: « Je me souviens qu'à ce moment, mon désarroi fut tel que j'aurais voulu m'élancer, toucher à la paroi miraculeuse et prendre contact avec la matière vivante où palpitait l'invraisemblable phénomène. Mais les doigts de mon oncle pénétraient dans mon bras comme des crampons de fer. » Portant en elles leur propre cause, donc étant cause d'elles-mêmes, ces images nouvelles provoquent chez Victorien Beaugrand le désir métaleptique de traverser l'écran et d'aller à la rencontre de ce monde qui fascine par son inquiétante familiarité. C'est notre monde à nous, mais non, c'est pas exactement la même chose, et surtout, où est le fameux projecteur qui rendrait possible la représentation? Mystère. Ce que permet donc la fantastique disparition du projecteur, c'est donc paradoxalement un surplus de réalité qui se célèbre littéralement comme un miracle. Je cite encore: « Le miracle de la vision était si grand que l'on était contraint de croire au miracle total, c'est-à-dire à la sincérité de la présentation. Aucun truc, aucun simulacre, aucun rôle, pas d'interprète ni de mise en scène. » La description littéraire des effets donc, de cette projection sans projecteur permet ainsi à Leblanc d'agencer, et c'est ce qui m'intéresse dans ce texte-là, deux mythes qui parcourent l'histoire du médium cinématographique. D'une part, comme on l'a vu chez Gorky dans la citation qui était en exergue, donc le mythe du trouble associé à toute imitation mécanique de la vie dans les salles obscures, quoique cette salle-là n'est pas obscure, c'est justement ce qui est bizarre. Et d'autre part, ce qu'André Bazin nommera le mythe du cinéma total, soit précisément le mythe de la transparence absolue de la technique. Ce que Leblanc tente de reproduire, c'est donc l'utopie d'un spectacle d'autant plus puissant qu'il fonctionnerait sans l'aide d'une quelconque forme de médiation. Pour tout dire, dans Les Trois Yeux, les images mécaniques n'ont précisément plus de mécanisme, et c'est à la fois ce qui fascine et ce qui rend la chose d'autant plus réelle, et tout ce qui est réel est précisément mystérieux. C'est du moins ce que nous dit Leblanc. Si vous le voulez bien, je terminerai ma présentation avec un dernier point, je terminerai ma présentation du roman et aussi de son importance pour une histoire élastique ou élargie du cinéma en disant, comme je l'avais annoncé, quelques mots sur le contenu de ces projections orphelines et pas seulement sur leur dispositif. Donc, il faut d'abord savoir que chaque projection qui a lieu sur l'écran mystérieux de Noël d'Orgerot est précédée d'un symbole non moins énigmatique, celui de trois triangles, c'est à peu près décrit comme ça, qui ressemblent vaguement à trois yeux, ou plutôt qui ressemblent de plus en plus à trois yeux, qui nous regardent avec insistance comme s'ils étaient vivants. Triangle qu'on avait vu dans une des pages couverture donc, du roman ici. Et voilà. Ensuite, ces yeux-là ressemblent moins à des triangles. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas facile de trouver trois yeux. Donc, ce paradigme de la vie réelle, donc des yeux vivants, est au cœur aussi de chacune des séances de projection, ce qui est d'autant plus invraisemblable étant donné leur sujet, dont voici un exemple significatif, mais en même temps, ils sont tous comme ça. Donc, encore la description d'une autre séance de projection. Je cite. « Un long frémissement courut dans la foule. Elle comprenait bien, ce qu'il est difficile de faire comprendre maintenant, au moyen de mots insignifiants. » C'est toujours ça chez Leblanc, donc les mots ne peuvent pas dire à quel point c'est bizarre, à quel point c'est mystérieux. À ceux qui n'ont pas vu. Elle comprenait bien qu'il y avait en face d'elle autre chose que l'image photographiée d'un édifice. Et comme elle avait l'intuition profonde et juste de n'être point dupe de l'inadmissible supercherie, elle était envahie et bouleversée par le sentiment si troublant qu'elle assistait au plus prodigieux des spectacles. L'érection réelle d'une église au Moyen Âge, le travail réel d'un chantier au XIIIe siècle, l'existence réelle, c'est toujours Leblanc qui souligne, de moines et d'artistes bâtissant la cathédrale de Reims. On voit ainsi que la plus grande invraisemblance des projections des trois yeux est que celles-ci représentent sans reconstitution et sans trucage des événements de l'humanité qui ont eu lieu bien avant l'invention du dispositif cinématographique.
Parmi les autres événements représentés lors des séances de Meudon, on retrouve entre autres, je cite un peu dans le désordre, donc la bataille de Trafalgar en 1805, la première ascension d'une montgolfière en 1783, l'exécution de Marie-Antoinette, la crucifixion de Jésus, j'ai pas besoin de vous donner la date, et donc la vie des Grecs au temps de l'Acropole. On pense peut-être voir Socrate dans une projection. Donc, ce que révèle l'improbable contenu de ces projections, ce n'est ni plus ni moins qu'un autre mythe fondateur de l'histoire du médium cinématographique, donc celui de l'archivage de l'histoire. Histoire avec un grand H, ou comme dirait Pérec, avec une grande H, comme si précisément le cinéma avait toujours existé, comme si on nous avait toujours regardé de haut et que tout avait été filmé. On trouve un bel exemple de ce mythe de l'archivage de l'histoire chez le poète mexicain Armando Nervo, qui écrit ces lignes en 1898, que je vais vous dire avec sans doute la mauvaise intonation. « Oh, s'il nous avait été donné d'ainsi reconstruire toutes les époques, si nous avions pu, grâce à un appareil magique, contempler comme du haut d'une étoile l'immense défilé des siècles, assister à la formidable marche des mortels à travers le temps. » Or, et je vais très vite, contempler l'histoire de l'humanité comme du haut d'une étoile, c'est précisément sur une telle image que se terminent les trois yeux. À la fin du roman, on découvre qu'il y avait bel et bien un projecteur derrière les projections de Meudon, à ceci près, vous excuserez, mais c'est réellement comme ça que ça se passe dans le roman, qu'il s'agit d'un projecteur situé sur la planète Vénus. Ce qui explique entre autres pourquoi il n'y a pas de projection par temps nuageux, parce que les nuages bloquent la possibilité de la retransmission. Ainsi, depuis ses balbutiements, l'humanité serait guettée par un dispositif invisible qui espionnerait ses moindres faits et gestes, une sorte de Big Brother qui nous regarde. Depuis toujours, Vénus fait patiemment la chronique de la Terre, dans l'attente qu'un inventeur de génie puisse trouver le support nécessaire à sa révélation. Je cite, « Penchés sur notre humble planète, sachant tout de ce qui s'y passait, témoins de notre impuissance, ils attendaient de pouvoir entrer en communication avec nous par le seul moyen qui leur parut possible. Ils attendaient patients, tenaces, formidablement armés, balayant notre sol avec les faisceaux invisibles de rayons groupés dans leurs projecteurs et dans leurs récepteurs, fouillant et interrogeant les moindres recoins. » En somme, dans ce roman d'anticipation qui opère une rétroaction des premières réceptions des images animées, Leblanc va aussi préfigurer une esthétique propre au cinéma moderne, celle que Gilles Deleuze nommera l'image-temps, soit la monstration d'un temps impossible et inatteignable, un temps dans lequel je est un autre. À la fin du roman, le dispositif de représentation va donc se renverser, en plongeant dans l'abîme d'un temps qu'ils n'ont pas connu, mais qui est pourtant le leur, donc l'histoire de notre humanité, les spectateurs comprennent qu'ils sont eux-mêmes l'objet de cet inexplicable spectacle. L'anticipation scientifique est ainsi pour Leblanc un outil à mélanger les mythes fondateurs d'un média afin d'en proposer une nouvelle image, donc une nouvelle conjoncture. Cette image renversée de nous-mêmes est d'ailleurs d'autant plus fascinante qu'elle souligne la part d'altérité constitutive de toute invention humaine, dont le résultat dépasse toujours son inventeur pour nous faire dialoguer avec une forme de dehors. Je vous remercie.